mais faire un petit commentaire sur la paracha Korach, les amis. Korach, un bien curieux personnage qui nous présente un conflit majeur entre Moïse et toute une faction du peuple menée justement par ce personnage Korach, Coré en hébreu dans la traduction française, Korach. Et c'est le summum quelque part de toute une série de contestations qui ne cessent de bouillir à travers le peuple. Évidemment, le peuple remet en cause le projet, trouve qu'il n'a pas assez à manger, qu'en Égypte on mangeait mieux, etc., qu'ils ont soif, etc. Et Korach, grâce à cette faction qui l'entoure, porte le maximum de la contestation. On va le voir. En général, il n'a pas très bonne presse auprès des commentateurs. Il est crédité d'avoir un souci personnel. Alors c'est pas n'importe qui, Korach. Hein. C'est un cousin de Moïse et Aaron. Le père de Moïse et Aaron, c'est Amram. On connaît pas tellement, sauf à travers une chanson, Ben Amram. Eh bien, Amram avait un frère, Yitzhar, et Korach est le fils de ce frère. Donc c'est vraiment le cousin germain de Moïse et Aaron. Donc il fait partie de l'élite en fait lévitique, et il revendique des choses. Il revendique justement la possibilité de servir pour tous les premiers-nés de quelques tribus qui soient. Donc on voit son côté un petit peu effectivement populiste qui flatte un petit peu le peuple dans le sens du poil, et donc il se présente comme ça. Et alors en général, donc, l'analyse est assez sommaire. On dit, bah voilà, Korach, c'est le type même de l'arriviste qui cherche à se mettre en valeur, qui veut prendre tout simplement la place de Moïse et Aaron, ce qui n'est pas faux, mais je trouve que c'est pas un peu réducteur comme analyse, parce que du coup, ça place tout sur la personnalité de Korach, et ça, il me semble qu'il y a une problématique beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante, qui fait de Korach quelqu'un qui est sincère, enfin, qui défend ses intérêts aristocratiques, quelque part, rien d'extraordinaire à ça, mais qui est quelque part appartient à un monde dépassé. Je trouve que de positionner l'analyse comme de cette manière est beaucoup plus intéressante. Alors c'est vrai que dans un premier temps, Korach coche toutes les cases du populiste en règle. D'abord, il est dégagiste. Ça fait toujours recette de dire bon, mais on en a marre de ces gens-là. Ils sont pas si fantastiques qu'ils devraient être. Il flatte le peuple dans le sens du poil en disant mais nous étions tous. Ça c'est le grand argument de Korach qui est assez fort quand même. Il dit nous étions tous au pied du mont Sinaï, Kulam Kedoshim, nous sommes tous saints. Donc voilà, vous êtes tous à égalité les gars. Moïse et Aaron, il n'est pas supérieur à vous, et donc sous-entendu, pourquoi se met-il à votre tête, alors que la sainteté a été partagée par tous? C'est quand même un argument assez puissant. On va voir d'ailleurs que c'est précisément là l'argument qui fait de Korach quelqu'un du passé qui n'a pas compris qu'on a changé d'époque à travers justement ce Matan Torah. Troisième point, en plus donc d'être flatteur et puis dégagiste, il s'est noué des alliances. Hein, on nous dit, il s'adjoint les Réoubénites, Dathan et Aviram, et 250 Israélites qui étaient placés à différents endroits du peuple. Et puis surtout le timing, il intervient dans un moment de faiblesse. Il y a une espèce de génie du populisme, de savoir effectivement appuyer là où ça fait mal, au moment où ça fait mal. Et alors effectivement, le moment de cette contestation est extrêmement intéressant. Si on reprend la grande histoire de l'Exode, la mission d'Exode, de sortir le peuple d'Égypte, avait deux grands objectifs, et il va s'attaquer de manière différentielle à ces deux objectifs. Un projet. Alors, le grand projet, c'est effectivement de gagner la terre promise. Hein, quand les Hébreux sortent, c'est pour gagner la terre promise. Et puis un projet absolument pas annoncé, qui va leur tomber dessus, un projet de sainteté. Alors même qu'ils sont en plein dans le désert, on leur a dit vaguement, oui, vous allez rendre un culte à la montagne, etc. Vous allez pouvoir demander à Pharaon d'aller adorer votre Dieu, mais c'était rien de plus que ça, rien de plus qu'un petit rituel. Entre-temps, le Matan Torah, le don de la Torah, et ce grand projet spirituel, Tiyu Goy Kadosh, Vemamlechet Kohanim, vous serez un peuple saint et une nation de prêtres. Alors là, franchement, aucun des Hébreux ne s'attendait à une telle charge mentale, d'où ce déluge de mitzvot, d'où le Matan Torah. On est très content, mais en tout cas, c'était pas du tout le plan annoncé. Le plan annoncé, c'était de fuir, de gagner sa liberté et de gagner un pays où coule le lait et le miel. Donc il y a ces deux grands projets. Or, Korach intervient à un moment très important où dans la paracha précédente, le peuple s'est vu signifier sa mort certaine dans le désert. Donc fin du premier grand projet, gagner la terre promise. Les Hébreux, à ce moment-là, savent qu'aucun d'entre eux ne gagneront la terre promise. Ils vont tous mourir dans le désert au bout de 40 ans de pérégrination. Et donc, suppression du premier point principal.
Et donc, il reste le deuxième, le projet de sainteté, et c'est précisément à ce deuxième volet du grand projet mosaïque, en quelque sorte, que va s'attaquer Korach. Il va attaquer la notion même de sainteté. Kulam kedoshim, on est tous saints, les amis, et donc pourquoi des différentiels, pourquoi des différences de traitement, pourquoi cette hiérarchie? Alors, il va s'attaquer donc à la notion de pouvoir religieux, bon, ce qui fait toujours plaisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il fait preuve, enfin, il est dépassé par les événements. Lui, il a une lecture aristocratique, c'est-à-dire qu'il conçoit tout en termes de pouvoir. Il fait partie de la tribu des Lévis. Les Lévis font partie d'une équipe, d'une élite, et c'est donc les Lévites qui doivent dominer. Mais justement, ce que change radicalement le don de la Torah, c'est qu'on n'est plus dans une logique hiérarchique qui était justement la logique égyptienne. Je le dis souvent dans mes commentaires. Tout le projet de la Torah est le contre-projet égyptien dans tous les aspects du jeu. Là où le projet égyptien repose sur la hiérarchie, l'écrasement, l'absence de consentement du peuple et des dominés, le projet hébraïque politique, sociologique, etc., c'est au contraire de donner de la valeur à chacun. Chacun est à une valeur infinie et d'essayer de créer une société qui rende compte de la particularité et de la valeur infinie de chacun. Et notamment cette Torah, cette transmission de la Torah fait partie de quelque chose de révolutionnaire qui n'existait pas avant. Une bonne phrase pour aborder ce point, cette révolution un peu du don de la Torah, c'est la première phrase des Pirkei Avot, qui justement est le symbole de la Torah orale. Moshe kibel Torah misinaï. Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï. Factuellement, c'est pas une phrase très intéressante. À la limite, elle pourrait répondre à une question tout à fait factuelle, inintéressante elle-même. Où est-ce que Moïse a reçu la Torah? Au Sinaï. Très bien. Bon, voilà, c'est pas mais il y a une manière de surtraduire un peu le verset, c'est d'ailleurs comme ça la lecture que lui ont donné les sages. On pourrait dire que c'est à partir de la réception du Sinaï que la Torah a fait l'objet d'une Kabbalah, Kibel, a fait l'objet d'une réception. À partir du moment de la Torah était quelque part une sagesse partagée, même parmi les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, respectaient la Torah sans même qu'elle ait été édictée formellement. Mais à partir du Sinaï, c'est non seulement la révélation d'un contenu, qui était plus ou moins déjà partagé, mais surtout le début d'une procédure de transmission. C'est à partir de la Torah, simplement, que cette Torah fait l'objet d'une chaîne de transmission, et c'est ça le concept révolutionnaire de la Torah orale. C'est pas seulement qu'un texte révélé, un texte saint nous a été donné, ça c'est la Torah écrite, avec un stock de signifiants clos, voilà, on n'en invente plus rien, mais par contre, le fait que cette Torah puisse être lue à l'infini, que le texte n'a jamais fini de nous dire tout ce qu'il a à nous dire, et que cette prise en charge de l'interprétation est prise à chaque génération par des interprètes autorisés, forcément pas n'importe qui, mais en tout cas selon certaines procédures, ce concept de la Torah orale qui vient décompresser sans cesse, découpiller tout ce qui est contenu dans la Torah orale, ça c'est quelque chose de révolutionnaire et c'est ça qui nécessite une réception et une transmission. Et comme toute chaîne de transmission qui se met en place, il faut un premier transmetteur. Ce premier transmetteur, c'est Moïse. Et on voit bien ce que loupe Korach. Korach interprète ce premier maillon comme un phénomène de pouvoir, à savoir, il est le chef. Non, Moïse n'est pas le chef, il est simplement le grand premier transmetteur de toute cette loi orale qui se met en place. Et donc, c'est intéressant de considérer que Korach ne comprend pas justement ce changement de paradigme qui fait que la Torah n'est pas un espace de pouvoir avec un personnel religieux, etc., comme peut-être il l'était dans le cas de Tabernacle, mais au contraire, le début de la révolution de la Torah orale avec un premier transmetteur qui est Moïse, certes, mais c'est pas une charge religieuse prestigieuse en soi, comme certainement à la manière dont l'entend Korach. Donc ça, c'est peut-être la plus grande chose que loupe Korach dans sa compréhension de l'événement. Et puis sur la notion de pouvoir lui-même, Moïse, et encore une fois dans ce grand paradigme du contre-modèle égyptien, invente des notions de pouvoir qui sont différentes de celles d'Antiquité. Évidemment, le parangon du pouvoir classique, c'est celui du pharaon, donc quelqu'un qui édicte et qui écrase tout le monde, quelqu'un qui ne prend jamais aucun avis, quelqu'un qui dirige son peuple en les écrasant. Le peuple, c'est juste de la chair à canon. Et voilà, c'est ces fameux les pyramides, donc qui expriment
qui exprime justement la conception du pouvoir égyptien. C'est le moment, je m'excuse pour ceux à qui j'ai fait cette blague 50 fois, mais voilà, je vois déjà des gens qui se tiennent la main parce que je l'ai fait, mais je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ne l'ont jamais entendu et ça vaut le coup de le partager. C'est la fameuse blague de Pierre Dac qui nous dit, voilà, l'exemple des pyramides nous montre que les ouvriers égyptiens, plus ils allaient, moins ils en faisaient. Bon, quelques rires, ça veut dire que vraiment il faut que j'arrête de la partager, que la plupart l'ont déjà écouté 50 fois. Mais sans blaguer, c'est vrai que les monuments d'une civilisation expriment aussi la volonté de pouvoir. Les ziggourats babyloniens expriment aussi cette conception de top-down, on dirait aujourd'hui dans les organisations, d'un sommet très étroit qui vient écraser une base nombreuse, etc. Eh bien, Moïse révolutionne cette conception du pouvoir d'au moins deux façons. D'abord, il opère une distinction essentielle entre pouvoir et influence. Il y a, vous savez, l'épisode de Eldad et Médad dans le camp qui, à un moment, se mettent à prophétiser. C'est dans la paracha d'il y a 2 semaines, dans la paracha Béalotéra. À un moment, il y a deux membres du camp, Eldad et Médad, qui se mettent à prophétiser. Et il y a tous ceux, les zélateurs de Moïse qui disent, mais attends, là, ton pouvoir est en train d'être contesté. Il y a 2 types là qui se baladent dans le camp qui prophétisent. Et la réaction de Moïse, c'est de dire, mais que ne prophétise pas le peuple entier? Bienvenue pour prophétiser. La sagesse, c'est quelque chose qui se thésaurise, mais au contraire qui se partage. Et donc cette notion complètement nouvelle d'un pouvoir qui est partage et non pas seulement thésaurisation et rigidification d'une position à partir duquel on domine les autres en évitant soigneusement de partager les informations qu'on a. Donc cette notion d'influence est nouvelle effectivement par rapport à l'éthos biblique, par rapport aux civilisations. Et puis la deuxième conception qu'invente Moïse aussi, c'est que gouverner, c'est servir, en fait. C'est ce que veut dire Kohen. Lechaen, ça veut dire servir. Donc les Kohen, bien sûr, on est au sommet d'une hiérarchie, il faut bien fonctionnellement qu'il y ait des gens qui disent, etc. Mais c'est pas pour écraser qui que ce soit, c'est pas pour avoir raison sur ceux qu'on gouverne, c'est justement pour servir une idée plus grande que soi. Ce sont les fameux versets magnifiques de Deutéronome. C'est donc là que mourut Moïse. Donc là, j'anticipe un peu sur la suite. Le serviteur de l'Éternel dans le pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Or, cet homme, Vea Ish Moshe, Anav Meod Mikol Adam, Asher Alpne Adama. Et cet homme Moïse était le plus humble qui soit parmi tous les hommes. Voilà un leader dont justement la supériorité, en tout cas la supériorité qualitative, la qualité est justement d'être plus modeste que les autres. C'est intéressant d'ailleurs que Moshe, à la fin de sa vie, bon, c'est le prophète qui fait sortir les Hébreux d'Égypte, donc c'est un chef politique, c'est le donateur de la Torah au Sinaï, etc. Et à la fin de sa vie, il devient Moshe Rabbeinu. Et c'est-à-dire celui qui enseigne. Moïse devient un enseignant au service de ses élèves. Et donc là, il y a une conception du pouvoir, là aussi complètement révolutionnaire. Le pharaon petit 1 n'étudie pas, et petit 2, il enseigne rien du tout. Il écrase juste ses concitoyens, c'est tout ce qu'il fait. Et donc, à la fois cette distinction entre pouvoir et influence et le fait d'inverser la pyramide du pouvoir, à savoir que avoir du pouvoir, c'est servir des constituants au nom d'une idée plus large que nous tous, ça aussi c'est une révolution et c'est ce que ne comprend pas Korach tout simplement. Donc il est intéressant de le voir comme quelqu'un d'à peu près sincère, dans sa logique strictement aristocratique, mais qui comprend pas qu'effectivement la Torah orale est un concept révolutionnaire qui vient changer d'abord la notion de transmission, la notion de partage du savoir. Le partage du savoir, c'était quand même une révolution dans l'Antiquité. Toutes les civilisations antiques, les Égyptiens, les Babyloniens, etc., reposaient sur une élite. Les scribes, c'était vraiment, c'était une caste qui savait écrire et qui arc-boutait sur ces techniques particulières, ne concernait que très peu de personnes. Et bien justement, le judaïsme vient inventer quelque part la démocratisation du savoir et puis une notion de pouvoir beaucoup plus intéressante, justement, à même de faire fructifier la valeur infinie de chacun. Donc, bien sûr, elle ne méconnaît pas les hiérarchies, il faut que ça puisse rouler, il faut que ça puisse fonctionner, mais au nom d'une idée beaucoup plus large et encore au nom du partage, d'un partage social et d'un partage du savoir et d'une inégalité et d'une justice, bien sûr. Voilà les belles leçons de Korach qu'il est intéressant de présenter, donc pas seulement comme un ambitieux, mais aussi comme quelqu'un de dépassé, simplement qui ne comprend pas. Et à travers ce qu'il ne comprend pas, ça nous fait comprendre justement ce que la Torah invente de nouveau. Chers amis, Shabbat Shalom.